70 centimètres. La longueur de ses griffes, les plus longues jamais portées par un animal terrestre. Quand les paléontologues soviétiques l'ont découvert en 1948, ils ont cru avoir exhumé une tortue géante. Ils avaient tort. Ce qu'ils tenaient entre leurs mains appartenait à l'un des théropodes les plus énigmatiques du Crétacé. Un dinosaure dont l'existence même défie la logique de l'évolution. Car ces armes terrifiantes n'étaient pas des armes. Ce géant de 10 tonnes ne chassait rien, il cueillait des feuilles. Comment la nature a-t-elle forgé un paradoxe aussi vertigineux? Et pourquoi ces griffes démesurées si elles ne servaient pas à tuer? Il y a 70 millions d'années, là où s'étend aujourd'hui le désert de Gobi, régnait un autre monde. La formation de Némect n'était pas un paysage de sable et de silence. C'était un delta luxuriant, comparable à l'Okavango actuel. Un labyrinthe de cours d'eau, de marécages et de forêts denses où la mousson d'été desservait plus de 800 mm de pluie chaque année. La température moyenne oscillait autour de 8 degrés. Un climat tempéré, presque doux. Les hivers étaient froids et secs, les étés chauds et humides. Dans ces forêts de conifères et d'angiospermes prospérait une faune extraordinaire. Les titanosaures Nemectosaurus paissaient en groupes massifs. Les Hadrosauridés Saurolophus parcouraient les plaines et les ankylosaures Seychania arpentaient les sous-bois de leur démarche blindée. Mais au sommet de cette hiérarchie des herbivores, une créature se dressait littéralement, capable d'atteindre 5 mètres de hauteur. Elle dominait la canopée. Et personne, pas même le prédateur suprême de ces forêts, ne la prenait à la légère. 52 centimètres d'os et recouverte de kératine, ses griffes atteignaient probablement 70 à 100 centimètres, les plus longues de l'histoire des animaux terrestres. Mais contrairement aux serres recourbées des carapaces ou aux crocs des prédateurs, ces structures présentaient une morphologie troublante, droite, aplatie latéralement, fragile, incapable de trancher, inapte au combat. Alors, pourquoi? Les analyses biomécaniques de 2014 ont révélé une fonction inattendue. Le hook and pull, accrocher et tirer. Ces griffes géantes servaient à courber les branches hautes, à déchirer l'écorce, à atteindre le feuillage inaccessible aux autres herbivores. Le thérizinosaure était un brouteur de haute strate, un architecte de la canopée. Son corps entier était adapté à cette existence paisible. Un bec corné pour sectionner les tiges, un cou de plus de 2 mètres pour explorer la canopée, un abdomen volumineux abritant un système digestif capable de fermenter les végétaux les plus coriaces, et très probablement un plumage hérité de ses ancêtres, les petits Maniraptorans à plumes qui, quelques millions d'années plus tôt, chassaient des proies. Car voici le secret le plus vertigineux de cette créature. Elle descend de carnivores. Le thérizinosaure est un théropode. Le même groupe qui a produit le vélociraptor et le tyrannosaure. Quelque part dans son arbre généalogique, ses ancêtres chassaient et tuaient. Puis, l'évolution a changé de direction. En 2005, dans l'Utah, les paléontologues ont découvert le chaînon manquant, Falcarius utahensis, un thérizinosaure primitif vieux de 125 millions d'années. Cet animal portait encore les traces de son passé carnivore. Des pattes de coureur, un corps élancé, mais ses dents avaient déjà changé, en forme de feuilles dentelées pour déchiqueter des plantes. L'évolution prise sur le fait, sur des millions d'années, la lignée a subi une transformation radicale.
Les pattes se sont raccourcies. Plus besoin de poursuivre des proies. Le bassin s'est élargi pour accueillir des intestins plus longs. Le cou s'est allongé et les griffes ont grandi démesurément. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui péramorphose. Une croissance continue qui a transformé des appendices en structures presque ornementales. Les griffes du thérizinosaure étaient devenues trop grandes, trop fragiles pour servir d'armes efficaces. Mais dans un monde peuplé de prédateurs, elles avaient acquis une autre fonction. Le Tarbosaurus, cousin asiatique du tyrannosaure, 9 tonnes de muscles, de crocs et d'instincts prédateurs, l'apex absolu de la formation de Nemegt. Peu de créatures osaient lui tenir tête. Le thérizinosaure n'avait pas le choix. Le prédateur était plus lourd, plus puissant, mais le thérizinosaure avait un avantage, la hauteur. Debout, il dominait son adversaire de près d'1 mètre. Et ses bras, 2,40 m d'envergure, terminés par des griffes monumentales, pouvaient atteindre des zones vitales inaccessibles aux mâchoires du carnivore. Ce n'était pas un combat, c'était une dissuasion. Les analyses biomécaniques confirment que les bras du thérizinosaure pouvaient résister à des contraintes considérables. Assez pour frapper, pour repousser, pour infliger des blessures dissuasives. Un coup bien placé pouvait lacérer un museau, crever un œil, sectionner une artère. Le Tarbosaurus hésite, recule d'un pas. Les griffes ne sont pas des armes offensives, mais elles font de ce géant pacifique une proie trop coûteuse. Dans le calcul impitoyable de la survie, l'effort ne vaut pas le risque. Le thérizinosaure a disparu il y a 70 millions d'années, emporté comme tant d'autres par l'impact de Chicxulub. Mais son existence pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Comment la vie invente-t-elle des formes aussi improbables ? Comment un prédateur devient-il un paisible cueilleur de feuilles ? Comment des armes se transforment-elles en outils ? La réponse réside peut-être dans l'imprévisibilité même de l'évolution. Aucune direction prédéfinie, aucun plan, seulement des pressions, des adaptations et parfois, rarement, des créatures qui défient toute logique. Le thérizinosaure n'était pas un monstre, c'était un survivant, un herbivore dans un corps de tueur qui a traversé des millions d'années en refusant le rôle que son anatomie semblait lui imposer. Ses griffes n'étaient pas des armes. Elles étaient une promesse, celle qu'il existe toujours quelque part dans le grand arbre de la vie, une autre façon d'être.